Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Studio Tamani, s'informer pour comprendre et dialoguer pour s'entendre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse au cours duquel nous parlerons de la visite du président de la transition à Paris. Cette tournée est-elle bénéfique pour le Mali? Nous évoquerons aussi la démolition des logements dans la zone aéroportière. La décision est-elle opportune? On parlera aussi de la dissolution du CNSP. Quel sens peut-on donner également aux accords signés entre les communautés Peul et Dogon cette semaine à Koro dans la région de Mopti? Avec nous pour en parler, Omar Barou Sidibé du groupe Renouveau, Daniel Kouriba du journal Renard du Mali, Alpha Mohamed Sissé, directeur éditorial de Miroir Hebdo et l'Observatoire. Je suis Imrana Kilomega, auditeur, invité, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Le président de la transition a effectué une visite de 72 heures à Paris sur invitation du président français Emmanuel Macron. Au cours de son séjour, il a été question de coopération bilatérale, de la lutte antiterroriste, du retour de l'administration dans les zones d'insécurité, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Omar Barou, quelle lecture faites-vous de cette visite du président de la transition? Je commencerai déjà par vous remercier de m'avoir associé à ce débat. Pour revenir à votre question, effectivement, le président de la transition Bandao a séjourné en France sur l'invitation du président français Emmanuel Macron. Ce n'est pas forcément une visite inédite. Quand on sait qu'avant Bandao, d'autres présidents ont fait en tout cas la même visite à Paris sur invitation du président Macron. Je veux parler du président mauritanien, je veux parler du président tchadien et même du président nigérien. Cette visite, en tout cas, de par quelques bribes d'informations qu'on a eu ça et là, cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation du prochain sommet du G5 Sahel qui doit se tenir à N'Djamena les 15 et 16 février prochain. Il s'agissait pour le président français... Bien entendu, je vais en venir. Il s'agissait pour le président français de s'informer auprès des présidents du G5 Sahel sur la situation, en tout cas sécuritaire globale du Sahel, histoire de lui permettre de préparer vraiment ce sommet. Peut-être au-delà de cet enjeu d'information pour le président français, il y avait peut-être d'autres enjeux pour ce qui concerne la situation du Mali. Peut-être le président Bandao a été peut-être appelé à clarifier la position du Mali encore par rapport à la présence de l'opération des troupes françaises ici au Mali. Je veux parler de l'opération Barkhane. Il y a quelques semaines quand même, il y avait des remous au sein d'une certaine opinion par rapport au maintien ou pas, en tout cas des forces Barkhane au Mali. Donc certainement le président Bandao a donné des assurances au président français quant à la nécessité peut-être de ces forces françaises aux côtés de leurs homologues, en tout cas maliennes. Je pense que cette question certainement a été évoquée. Évidemment, le calendrier électoral, nous sommes dans une période transitoire. Le président français certainement a interpellé le président Bandao par rapport en tout cas à sa vision par rapport à l'organisation des prochaines élections à date. Cette clarification que vous venez d'évoquer, en quoi le Mali peut-il bénéficier de cette visite de 72 heures? Évidemment, le Mali n'est pas un pays particulier. Nous sommes dans un ensemble. L'ensemble, c'est le G5 Sahel. D'autres présidents ont rendu les mêmes visites avant le président de la transition du Mali. Donc, ça s'inscrit dans une logique des rencontres du président français avec ses pairs du G5 Sahel. Ce premier déplacement intervient sur fond de manifestations contre la présence française au Mali. Cette visite avait-elle un rapport avec la position des autorités maliennes, comme le confrère vient de le dire? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas tellement de rapport. Seulement la visite de Bandao à ce moment précis a un double caractère. Et nous sommes dans un contexte de transition, mais aussi le sommet de G5 Sahel. Bon, je crois que Bandao
aurait même pu être en France bien avant ça, parce que nous avons beaucoup de dossiers. Et la France, comme vous le savez, l'histoire qui nous relie avec la France fait qu'on ne peut pas avoir ces grands chantiers de transition sans pourtant qu'il y ait, n'est-ce pas, ces entretiens entre les deux pays. Maman Alpha, cette visite est-elle bénéfique pour le Mali? Oui, bénéfique, puisque, comme l'a dit d'abord Omar Barou Sidibé, c'est quand même une visite qui permet en tout cas au président Bandaou de se mettre au même niveau d'information que ses collègues du Sahel, en prélude quand même au sommet du G5 Sahel en N'Djamena. Et c'est quand même son premier déplacement hors de l'Afrique. Et vous savez que c'est toujours important pour un président d'un pays qui vit une période exceptionnelle comme la transition et tout ce que nous connaissons, alors de partir à la rencontre quand même de ceux qui, à un moment donné de la vie, décident quand même du sort de certains pays. Je pense que la France et le Mali sont dans une sorte de complicité par rapport à la situation de la lutte contre le terrorisme, qu'on le veut ou pas, qu'il y ait des manifestations ou pas. Il y a quand même des soldats français qui sont sur le territoire malien, qui combattent aux côtés quand même de l'armée malienne. Alors c'est quand même important pour le président Badaou de partir à la rencontre quand même de son homologue français. Et c'est à juste titre quand même pour baliser le terrain peut-être à d'autres visites à la fin de son passage à la tête du pays. De quoi souffre la coopération française et la coopération malienne? Oui, moi je ne suis pas trop imprégné des questions bilatérales, mais ce qui est certain, sur l'enjeu sécuritaire, le Mali et la France ont quand même intérêt à arrondir les ongles et à se parler de façon claire. C'est ce qui fait que je vais vous le dire aujourd'hui, la une de notre journal d'aujourd'hui, on parle de carte sétable. Carte sétable puisque on estime que le président Badaou a des doléances à formuler à la partie malienne, à la partie française, comme la partie française aussi a des doléances à apporter aux autorités de transition. Alors, c'est une relation qui est souvent tumultueuse, mais elle est nécessaire dans la situation que nous vivons. Est-ce qu'il peut y avoir un changement sur le terrain après cette visite, notamment entre la coopération des forces françaises et des forces maliennes? Je ne pense pas sur quelle base on peut dire qu'il y a quelque chose qui va changer. Je ne pense pas. Ce qui est là, c'est la continuité. Les soldats français vont faire leur travail. Ils vont travailler avec l'armée malienne comme ça s'est fait avec l'ancien régime, et comme ça s'est fait aussi peut-être avec les autres pays du Sahel. Les manifestations contre la politique française au Mali ne donnent-elles pas un coup à la coopération franco-malienne? Vous avez bien fait de poser la question de quoi souffre la coopération entre la France et le Mali. Je crois que la première des choses, c'est cette rupture brutale de l'ordre constitutionnel. Car vous savez, les grandes démocraties sont vraiment jaloux quand il s'agit du respect, en tout cas, des principes démocratiques partagés par le monde entier. Le coup d'État ou même l'irruption du militaire dans le champ démocratique quand même n'est pas en tout cas quelque chose de recommandé dans une démocratie bonne à loi. Je pense que tout le monde sait que cette rupture brutale n'a pas été bien accueillie du côté en tout cas de nos amis français. Peut-être que cette visite du président du CNT, pas du CNT, de la transition peut relancer ou même perdre de nature quand même à ramener la confiance entre les deux pays. Il y a également, comme je l'avais si bien signalé, c'est vrai, les manifestations ont eu lieu ici pour demander le départ des troupes françaises. Et l'opinion française, une certaine opinion française également, était pour le retrait, en tout cas, certains sondages l'ont démontré, était pour le retrait des troupes françaises du Mali. Il y a également, même bien avant le président... Pas du tout. Bon, peut-être, quand je dis pas du tout, c'est de mon point de vue. Il y a une certaine opinion qui pense qu'on peut mener cette guerre sans le concours de la France, parce qu'ils estiment que peut-être la France, quand même, ne fait pas assez pour le retour de la sécurité
au Mali. Donc, je disais que sur ce point, peut-être cette visite va avoir le mérite quand même de réconcilier la France et le Mali sur ce point. Quand il y a également, bien avant, le président Macron avait quand même annoncé le retrait, en tout cas, si vous voulez, la diminution de l'effectif des troupes françaises au Mali. Peut-être cette question, peut-être c'était au menu de cette visite. Mais j'ai regardé quand même la photo de cette mission du président Bandao en France. En quittant le Mali, il était accompagné du ministre de la Défense du Mali, Sadio Kamara. Mais quand on a regardé les photos à l'Élysée, on n'a pas vu le ministre de la Défense aux côtés du président de la transition. Je pense que peut-être c'est la seule fausse note de cette visite, quoi. D'accord. Le retour de l'administration dans les zones d'insécurité a été évoqué. Ce retour peut-il être envisagé après cette visite? Ce retour doit bel et bien être envisagé parce que l'urgence est là. La transition pour aller à des élections et finir avec cette transition commande qu'il faut le retour de l'administration dans les zones où elle ne l'est pas. Donc, je crois que cette visite de Bandao peut être aussi l'occasion pour, entre les deux parties, comment accélérer cette situation. Je pense que la question a été évoquée plusieurs fois et ça sera l'occasion certainement pour avoir un résultat par rapport à la transition. Si les uns et les autres veulent pour une transition vite, il faut aller à ça. On ne peut pas bâcler des élections à des zones sans pourtant avoir la présence de l'administration dans ces zones-là. Pour certains observateurs, la France constituerait un obstacle pour ce retour de l'administration dans les zones d'insécurité. Quelle analyse faites-vous de... Je ne pense pas que la France constitue un handicap par rapport à ça, au retour de l'administration dans les zones. D'ailleurs, je pense que la France plaide pour ça. Maintenant, tous ces sentiments anti-français, je pense que c'est des opinions un peu de la rue. Bon, c'est un peu, c'est pas au Mali seulement, c'est un peu des opinions de la rue. Et je ne pense pas que des citoyens informés puissent penser que la France constituerait un obstacle pour le retour de l'administration. Pour fermer ce chapitre, Mohamed, il faut quel type de coopération entre le Mali et la France? Coopération gagnant-gagnant, comme ça a été quand même par le passé. C'est-à-dire que c'est vrai, on ne peut pas avoir le même poids quand il s'agit de la France par rapport à certaines questions. Mais sur le plan de la coopération, ça doit être une coopération partagée. Par exemple, dans le cadre du co-développement, on peut envisager en tout cas aussi à renforcer des jumelages avec certaines villes. Nous, par exemple, qui venons des zones où il y avait quand même de jumelages avec d'autres villes françaises, on a quand même bénéficié de certaines choses. Alors, nous souhaiterons peut-être dans l'avenir que cette question dont fait cas Daniel, la question la question des opinions anti-françaises, que ça puisse être géré. Est-ce que la France qui intervient au Mali, qu'est-ce que la France vise en intervenant au Mali? Est-ce que la France est uniquement au Mali pour en tout cas sa défense ou pour en tout cas aider le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Il y a des questions fondamentales que chacun des deux parties, que ce soit malien ou de l'autre côté, puisse en tout cas mettre sur la table et débattre de façon en tout cas très simple. Je parle surtout de la question de la sécurité, la présence française, puisque c'est ce qui inquiète aujourd'hui beaucoup de Maliens. Deuxième tour de table, des dizaines de maisons dans la zone aéroportière ont été démolies par les autorités de la transition. Cette démolition a concerné 3000 logements attribués illégalement selon les autorités de la transition à des particuliers sur le domaine aéroportière. Certains étaient bâtis et d'autres en chantier. Quelle analyse faites-vous de cette démolition, cette décision des autorités de la transition? Ok, je crois que les conséquences de cette décision a provoqué des grincements des dents au niveau de l'opinion et a fait les choux gras de nous autres hommes de presse. C'est vrai, c'est une opération qui a été lancée en grande pompe. 2 semaines après, nous voyons qu'il y a une baisse, un ralentissement. En tout cas, les autorités, ne se pressent plus dans la direction de continuer cette opération.
Il nous est même revenu de la bouche de certains membres du CNT que l'opération serait arrêtée. Je dis bien que l'opération serait arrêtée. Pourquoi? Alors, quelle explication pouvez-vous donner à cette opération? L'explication, peut-être, c'est, comme vous l'avez dit, la zone aéroportière. Les maisons illégalement construites dans la zone aéroportière. Je pense que si on insiste sur cette phrase déjà, ça en dit long. Donc, ça veut dire quoi? Les maisons qui ont été construites dans une zone qui n'est pas forcément prévue pour l'habitation. Donc, il va de soi. Je ne dirais pas qui a raison, qui a tort, mais l'État quand même a exhibé, en tout cas, une note de service qui explique effectivement que ces personnes n'ont pas été autorisées par un service habilité de l'État pour pouvoir s'installer dans ces zones. Peut-être la manière a été quand même critiquée par beaucoup d'observateurs et on peut continuer à opiner sur cette manière, mais tu ne trouveras personne au Mali qui va vous dire qu'il est vraiment recommandé de construire dans une zone aéroportière. Alors, en quoi, selon vous, cette occupation constitue un danger pour la navigation aéroportière? Justement, il nous est revenu également que la navigation aéroportière avait menacé le Mali de retirer sa licence, la licence qui a été donnée à l'aéroport du Mali pour l'exploitation, si l'autorité, le Mali ne prenait pas en tout cas sa responsabilité pour dégager en tout cas cette zone aéroportière qui normalement ne devait pas abriter ces maisons-là. Une telle décision s'imposerait-elle aujourd'hui? La décision de démolition oui. Justement, cette décision s'impose. Elle aurait pu intervenir un peu plus longtemps d'ailleurs, mais c'est toujours le pouvoir politique qui faille. On n'a pas pu faire. Donc, ces autorités de transition, peut-être qui ont pu prendre les responsabilités de le faire. Bon, quand je vois des citoyens dire est-ce que c'est le rôle de la transition de casser ceci, cela, moi je suis vraiment étonné parce que la transition aussi c'est les affaires courantes. Cette question en fait partie des affaires courantes. Comment un État peut ne pas être en mesure de démolir là où on doit démolir? Où se situent selon vous les responsabilités? Ceux qui ont attribué les lettres et les permis de conduire ou ceux qui ont procédé à la démolition? Les responsabilités peuvent se situer à tous les niveaux. D'abord, l'État, parce que toutes ces zones-là, si on est arrivé jusque-là, c'est de la mauvaise gouvernance. L'État ne devrait pas attendre à ce qu'il y ait tout ça pour ensuite venir à des démolitions. Par rapport à ceux qui se sentent aujourd'hui victimes de cette mesure, ça répond au l'adage populaire qui dit « nul ne doit se prévaloir de sa propre turpitude ». C'est des gens qui savent qu'il y a des problèmes. La question des zones aéroportières ne date pas d'aujourd'hui. Et les gens en savent que des maisons à usage d'habitation ne sont pas habilitées à être implantées. Ça sent tout cela, ils se font procurer des titres. Et ces titres-là, c'est des autorités qui les autorités qui les donnent, justement. Là aussi, c'est vrai, comme je l'ai dit, les responsabilités sont à tous les niveaux. Et l'argent est encaissé au trésor public. Justement, tout ça, c'est les failles. C'est les failles. C'est vrai, l'État a laissé passer ces choses. Mais cela ne dédouane pas aussi, n'est-ce pas, la politique nationale de débrasser ces zones aéroportières. L'État n'est-il pas le vrai responsable de cette situation? L'État a ce qu'on appelle la possibilité d'avoir des actions réquisitoires contre les autorités qui sont à l'origine de cette délivrance. Mais, tout compte fait, la décision de démolir toutes ces zones-là, ça vient du droit. Alpha, pourquoi ne pas sévir dès qu'elles ont eu vent de construction, les autorités notamment? Peut-être c'est la situation du pays, la situation exceptionnelle que nous vivons. On est dans une période de transition, le président il n'est pas élu, il a la possibilité de prendre des décisions impopulaires. Ce n'est pas comme un président élu qui peut-être
a un devoir de redevabilité vis-à-vis de ces électeurs. Lui, c'est un président qui est là de façon temporaire, donc il peut prendre des décisions impopulaires. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Sinon, moi, j'ai du mal à comprendre qu'autant de maisons construites à quelques encablures du tarmac de l'aéroport de Bamako-Sénou. Moi, j'ai vécu dans la zone plus de 8 ans, donc à ma grande surprise, la dernière fois quand j'ai fait un saut vers l'aéroport, j'ai compris que toute zone a été carrément occupée. Alors, qui a donné l'autorisation de construire? Qui a donné, comment on appelle, qui a reçu l'argent payé par les habitants de cette zone? C'est toutes ces questions qui permettront en tout cas de nous aider à comprendre, voilà, est-ce que c'est une acquisition normale ou les gens ont été floués? Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, même si on a détruit ces habitations, on serait un jour obligé en tout cas de dédommager les gens qui ont été touchés par cette démolition. L'administration a-t-elle le droit de passer à la démolition sans passer par une décision de la justice? C'est à ce niveau que j'ai du mal à comprendre. Si vous demandez les habitants qui résident dans la zone, beaucoup de gens se demandent comment est-ce que cette décision a été aussi subite qu'ils n'ont pas donné le temps à certaines personnes, surtout à tout le monde, de se préparer. Un bon matin, on voit la force publique qui vient, qui fait sortir les gens, on casse tout. Moi, je pense que cette image aussi, ce n'est pas une image qu'il faut désormais encourager dans ce pays. Si on peut anticiper en avance, ou bien informer, sensibiliser les populations avant de passer à l'acte, moi je pense que ça aurait être quand même mieux. Omar, cette opération est-elle inscrite dans le cahier de charge de la transition? Pas du tout. Je dirais en tout cas, c'est une opération connexe. Les missions de la transition ont été bel et bien définies par la concertation nationale. Pourquoi une telle décision? Une telle décision, peut-être, elle s'imposait à l'État. Même quand vous écoutez un peu les autorités, on sent que vraiment c'est une opération qui a été lancée avec les couteaux sous la gorge. Ça c'est ça. Mais je voudrais quand même rappeler à mon confrère Daniel quand il dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je pense qu'il faudrait relativiser cet adage dans ce cas précis. Nous sommes dans un pays, en tout cas en majorité, analphabète. Quand je dis analphabète, ce n'est pas péjoratif. Les gens ne maîtrisent pas trop les rouages de l'administration. Ils peuvent se voir de bonne foi floués par certains administrateurs véreux en la matière. Quand vous dites que l'État lui-même a délivré ses permis ou même ses lettres d'occuper ces lieux-là, il faut également relativiser cette partie. C'est les collectivités. Quand on parle de cette affaire, il y a quand même le nom d'une seule, en tout cas, structure qui intervient, qui est quand même citée généralement. Ça, c'est la mairie, le maire du district de Bamako, qui ne représente pas l'État, mais qui représente la collectivité. Donc, il va revenir à ces personnes victimes de cette opération de démolition, peut-être de se regrouper, de voir qu'est-ce qu'il faut faire, ou même aller voir ce même maire qui aurait délivré ces papiers-là, de régler les comptes avec ce maire-là. Je pense que souvent nous nous trompons au-delà de l'émotion qui entoure ces dossiers, mais je pense que souvent nous nous trompons. Cette démolition lance-t-elle la lutte contre la spéculation foncière? Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Je pense que c'est une opération circonstancielle, peut-être pour satisfaire une demande internationale de l'aviation, franchement. Sinon, je ne pense pas que cela fera une tache d'huile pour, en tout cas, l'ensemble du territoire. Je ne crois pas. Après cette démolition, à quoi faut-il s'attendre? Bon, peut-être on va voir certainement l'installation d'usines ou même d'autres structures publiques en lieu et place des habitations privées dans ces lieux-là. Troisième tour de table, le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, mis en place au lendemain du coup d'État, a été dissous suite à la demande de la CEDEAO le 18 janvier dernier. Que reproche-t-on au CNSP?
Le CNSP, en tant qu'entité, ne devrait pas rester. Le dissoudre par un décret, d'ailleurs, ce n'est que... Bon, c'est pour peut-être assurer l'opinion internationale qu'elle n'existe plus. Sinon, dans la pratique, du moment où Bandao est arrivé à prêter serment, dans la réalité, moi, je ne vois pas la présence du CNSP. Pourquoi le décret n'a-t-il pas été signé avec le président de la transition? Il y a un ensemble du gouvernement qui a signé aussi. Justement, comme tous les Maliens, j'ai remarqué la signature de pratiquement la quasi-totalité des membres de l'ex-CNSP aujourd'hui dans le gouvernement. Je ne sais pas, c'est pour montrer leur consentement par rapport à la disparition de ces CNSP. Mais tout compte fait, le CNSP dans la pratique n'existait plus depuis la prestation de serment du président Bandao. Mohamed, le CNSP est-il une menace pour la transition? Mais une menace pour la transition, je ne saurais l'affirmer, parce que pour moi, le CNSP est parti depuis... Alors pourquoi la CEDEAO craint tant le CNSP? Moi, je ne pense pas que la CEDEAO craint le CNSP. Elle a toujours demandé la dissolution du CNSP. C'est normal, le CNSP doit partir. Le CNSP doit partir du moment où Bandao est installé. Mais s'il ne part pas, il y aura quoi? Oui, parce qu'il peut y avoir bicéphalisme. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Le CNSP devrait partir. Et il est parti. Après l'installation, je dis bien après l'installation du colonel Diao comme président du CNT, pour moi, le CNSP, j'ai du mal même à prononcer, le CNSP c'est fini. C'est fini. Maintenant, chacun d'eux, vous voyez, si vous remarquez même leur façon de s'habiller, c'est fini. Le CNSP c'est fini. Ce n'est plus treillis. Maintenant, on est dans les grands boubous, on est dans les costumes. Donc, pour moi, le CNSP c'est fini. Et je pense que souhaitons que ça soit une fin heureuse pour que, en tout cas, le président qui a été choisi en son temps par les mêmes CNSP et d'autres personnes, que ce président puisse faire, en tout cas, le travail pour lequel les Maliens fondent beaucoup d'espoir sur lui, en attendant qu'on ait des élections crédibles et transparentes, acceptées par tous. La CEDEAO a tellement insisté sur la dissolution de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein des autorités de la transition pour avoir toute cette crainte de la CEDEAO? Mais dire que le CNSP est dissous, pour moi, c'est un non-événement. La charte est claire. La mise en place des structures prévues par, en tout cas, la charte, de toutes les structures prévues par la charte entraîne automatiquement la dissolution du CNSP. Aujourd'hui, la question fondamentale, c'est de savoir les organes prévus par la charte ont-elles été toutes mises en place ou pas? Les structures ont-elles été toutes mises en place ou pas? La réponse est évidemment oui. Toutes les structures ont été mises en place. Donc, normalement, on ne devrait même plus parler du CNSP. Mais la dissolution du CNSP, c'est dans la parole. Qui peut empêcher un Diao, un Assimi Goïta, un Camara, l'autre là, de se voir? C'est des têtes de proue du CNSP. Qui peut les empêcher de se voir? Les membres du CNSP, ils peuvent se voir. Nous sommes au Mali. Donc dire que le CNSP est dissous, pour moi, c'est de discuter sur le sexe des anges. Ce n'est pas le vrai débat au Mali. Maintenant que le CNSP a été dissous, les autorités de la transition auront-elles la main libre? Comme Oumar Barrow l'a dit, avoir la main libre pour la transition, ce n'est pas la consécration des décrets de dissolution qui va conduire à ça. Comme il a dit, les têtes de proue sont toujours là. Et même politiquement, se concerter, faire des propositions dans le gouvernement ou avoir des influences, ça ne peut pas changer. Ça peut toujours continuer.
Quatrième tour de table, nous parlerons de 3 accords de non-agression qui ont été signés ce mardi entre les communautés Peul et Dogon vivant dans le cercle de Koro et région de Mopti. Ces engagements concernent 11 de ces 16 communes que compte le cercle de Koro. Ils devront contribuer à ramener la paix et la stabilité dans la localité. Maman, ces accords vont-ils vers la paix? Bon, on a coutume de voir ce genre de signatures, ce genre d'accords, mais qui souvent n'ont pas d'impact sur la paix sociale, la cohésion au niveau local. Est-ce qu'on n'est pas en train de déplacer des problèmes? Est-ce que les communautés, tel qu'on est en train de présenter le conflit entre les communautés, est-ce que ce conflit est vraiment comme ça? Je ne pense pas. Je pense que il vaut mieux asseoir une vraie autorité de l'État, une autorité de l'État qui permet par exemple le retour des déplacés, assurer la sécurité des personnes sur l'ensemble du territoire, et permettre en tout cas à chaque citoyen de jouir par exemple de petites conditions comme l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Alors je pense à ce niveau qu'on aurait véritablement la paix. Sinon le reste pour moi c'est protocolaire, c'est peut-être souvent aussi du tape à l'œil pour en tout cas donner l'impression que tout va bien. Donc vous estimez que ce n'est pas un pas vers la paix? Non, c'est toujours bon quand des gens acceptent de se parler, de se faire des accords. Mais je souhaite que ce ne soit pas comme par le passé. Et quelques jours après la signature d'un accord, soit entre Dozo et autres là, qu'après on voit la situation se détériore sur le terrain. Ces accords qui ont été signés ce mardi, quelle analyse faites-vous de cette signature d'accord entre communauté Peul et Dogon? Maïga, il faudrait que nous sortions de cette stratégie d'enfumage pour, en tout cas, régler la question du centre. Il faut interroger un peu l'histoire. Dans ces derniers temps, c'est chaque gouvernement qui vient essaye de recruter ces hommes dans les rangs des Dozo, des Peul et des Dogon là pour signer un accord dit de paix entre les communautés. On a vu sous Soumeilou Boubé Maïga, des accords ont été signés entre les communautés. Ça a donné ce que ça a donné. Sous le Premier ministre Boubou Cissé, des accords ont été signés. Est-ce que nous ne connaissons, est-ce que ça a mis fin à cette tension entre les communautés? Aujourd'hui, sous le gouvernement Mokhtar Wane, c'est un autre accord qui est signé. C'est vrai, je ne suis pas... Donc vous êtes pessimiste quant à la signature de ces accords? Bien entendu, c'est pas est-ce qu'on signe des accords avec les vrais acteurs. C'est ça la question fondamentale. Les communautés qui les manipulent, pas manipuler, c'est pas le mot que je cherche, qui essayent d'activer, de tirer les ficelles. Les communautés ne se lèvent pas un beau jour pour en tout cas se mettre dos à dos. Il y a quand même en tout cas une puissante force qui est derrière tout ça. Il faut négocier avec les vrais acteurs. C'est pas une simple signature entre certains leaders communautaires quand même qui va mettre fin à ce conflit intercommunautaire au centre. Vous estimez que les vrais acteurs n'ont pas été associés? Bien entendu, le gouvernement Mokhtar Wane, quand Mokhtar Wane prenait fraîchement les charges gouvernementales, il avait quand même dit à qui veut l'entendre qu'il souhaitait négocier avec les leaders djihadistes, entre guillemets. Mais tout le monde sait qui a tapé le poing sur la table pour qu'il vraiment il renonce à tout cas à ce projet. Donc tant que nous ne contactons pas les vrais acteurs qui quand même qui sont les maîtres du jeu, peut-être nous allons continuer à assister à ce que certains peuvent appeler la théâtralisation de la solution de la crise du centre, quoi. Un tel projet de signature n'est pas la première dans cette localité. Pas du tout. Alors à qui profitent ces accords de signature entre les différentes communautés de la région de Mopti? Peut-être certains cadres communautaires qui sont à Bamako. C'est eux qui quand même prennent ces initiatives-là, ils les soumettent au gouvernement et ils sont généralement commis pour aller jouer le rôle de médiateur entre communautés. Mais cet engagement... contre espèces sonnantes et trébuchantes, tout le monde le sait. Cet engagement est l'effort du Centre pour le dialogue humanitaire.
Non, je ne doute pas forcément de la bonne foi de certains acteurs, mais le résultat escompté, c'est toujours le même. Les vrais acteurs ont-ils été impliqués dans ces signatures? Les vrais acteurs ne le sont pas, parce que ça vaut quelques mois, au centre en tout cas, il y a eu spontanément quelques volontés de revenir à la paix, des populations très fatiguées par la crise, entre eux, sans même des acteurs, se sont mis d'accord pour essayer de faire la paix, même si cette paix ne peut pas être durable. Quand même, ils ont tenté de se réunir, de se comprendre et faire des pactes de non-agression. Mais tout ce qui est sûr, c'est que cette crise jusque-là est loin d'être terminée, parce que même les accords signés, après les accords signés, il y a des conditions qui sont là, qui ne sont pas acceptables. Quelles sont ces conditions? Ces conditions, c'est quoi? Certains des côtés des djihadistes qui disent, bon, il y aura un acte de non-agression, il y a ce pacte de non-agression, mais il n'y aura pas d'accord, il y a ceci, cela. Bon, là, on est loin de la paix. Comment faut-il amener cette paix alors? Pour amener cette paix, il n'y a pas deux mesures. La seule mesure qui s'aide, c'est la présence de l'État dans ces parties du territoire. Les populations ont toujours clamé cette présence. L'armée doit être présente. L'armée doit être présente au centre pour être les gendarmes. Mais l'armée est presque présente dans tous les cercles des régions de Mopti. Dans les cercles c'est vrai, l'armée ces derniers temps fait des présences, mais jusque-là, ce n'est pas suffisant. Quelles sont selon vous les vraies causes de ces conflits au centre du pays? Les causes, les populations ont été instrumentalisées. Il n'y a pas de cause réelle de s'affronter. Les populations ont été instrumentalisées, je ne sais pas pour quelle raison. Par qui? Je ne saurais le dire. Mais quand même, tout ce qui est sûr, les populations ont été instrumentalisées et les Maliens le savent. Les Maliens le savent. Et maintenant, comment sortir de ces cercles vicieux? Même certains répondants de ces communautés tapis à l'ombre à Bamako en sont pour beaucoup. Donc la vraie volonté d'aller à la paix jusque-là, je pense qu'elle n'a pas tellement sonné. C'est pourquoi je rejoins un peu Oumar Barou qui dit que les vrais acteurs jusque-là ne se sont pas levés pour signer la paix. Maman Alpha, les vrais acteurs ne sont pas impliqués. Il dit également que les populations sont instrumentalisées. Est-ce que vous partagez cette Non, moi je analyse? me pose la question d'abord, qui sont les vrais acteurs? Je me pose toujours cette question. Et quand on parle de conflit... On va toujours vers les notabilités. Justement, qui est notable aujourd'hui? Je ne sais pas. Qui est notable aujourd'hui? Je me pose la question, pendant que la situation s'est embrasée, où se trouvaient ces notables autres? L'échec de la situation actuelle, c'est d'abord l'échec aussi des notables. C'est vrai que l'échec dans sa globalité, c'est d'abord l'échec de l'État. C'est l'État qui a échoué d'abord dans le Nord. Et l'échec de l'État dans le Nord a fini par avoir des répercussions sur le centre. Je préfère toujours dire la région de Mopti, la région de Ségou. Pour moi, le centre, ça n'existe pas d'abord. Donc, pour moi, est-ce qu'on est en train de traiter la question du conflit dans la région de Mopti et la région de Ségou? Je pense, en toute honnêteté, qu'il y a des ONG qui font semblant de réunir quelques personnes, font semblant, pour en tout cas, quand même, c'est pour je sais pas comment déposer un bon rapport. C'est pour déposer un bon rapport et surtout faire semblant. Sinon, véritablement, on n'est pas en train de partir
vers la paix souhaitée, vers la stabilité souhaitée. Et je reviens là-dessus, et chacun d'entre nous sur ce plateau l'a dit. Aujourd'hui, à qui profite ce conflit alors? Personne ne profite de ce conflit. Disons-nous la vérité, c'est l'État qui a échoué. Quand un État échoue, il y a tellement de choses. Nous venons de parler de l'affaire de la démolition de la zone aéroportière. S'il y avait un État qui était regardant en tout cas, qui était regardant, on n'allait pas assister à des constructions illicites. C'est la même chose. Disons-nous la vérité. Vous avez dit que l'armée est sur une bonne partie. On le sait, l'armée est dans les cercles. Mais attends, c'est pas seulement les cercles. Il faut aller dans les petits villages. Il faut aller imposer la paix parce que la paix doit être imposée. Mais si tout le monde a des armes... À la veille du départ du président de la transition en France, on annonce la neutralisation d'une centaine de djihadistes au centre du pays. Mais malgré tout, le centre continue à souffrir. D'accord, voilà, c'est ça. Quand vous dites le centre, c'est ça. Moi, ça me traumatise. Parce que quand vous parlez de neutralisation de tel ou tel groupe terroriste dans les centres, c'est dans une zone, on connaît le village, on connaît tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec le conflit qui est en train de se propager dans les autres. Il y a des villages qui aujourd'hui, difficile de compter le nombre de personnes dans les villages. Daniel de la zone, il sait de quoi je parle. Bon, comme c'est une situation qui ne touche pas certaines parties des Maliens, ce qui fait que beaucoup de gens ne voient que le côté théâtre. Parce que quand on signe un accord, quand on entend des morts, sinon la situation est difficile, plus difficile qu'on ne le croit. Est-ce que les populations elles-mêmes contribuent à ramener la paix? Oui, les populations, je pense qu'elles sont prises en otage. Elles ne sont pas forcément maîtres d'elles-mêmes. Elles sont entre le marteau et l'enclume, je dirais. La solution, je pense que c'est la question la plus importante. La solution pour mettre fin à ce que Maman appelle la crise dans la région de Ségou et de Mopti, elle a été donnée par les dernières concertations nationales. Les concertations nationales étaient très claires. Pour ramener la paix dans ces deux régions, il faut négocier avec les vrais acteurs, Maman. Les vrais acteurs sont qui? C'est les terroristes, les djihadistes maliens, entre guillemets. Il faut les nommer. C'est Yad et Koufa. Est-ce que nous avons tenté cette recette-là? En tentant cette recette, ça va gêner. Quels sont les partenaires qui vont s'opposer à ça? Je pense qu'il revient à l'État de prendre ses courages à deux bras. Je pense que dès les premières heures de l'installation de ces nouvelles autorités, ils étaient dans cette dynamique. Mais on a l'impression qu'au fil du temps, ils ont abandonné ces rêves, peut-être au profit des recettes de qui? Je ne sais pas. Mais nous avons toujours tenté cette solution militaire qui a donné ce que ça a donné. Est-ce qu'il ne faut pas tenter cette recette interne qui a été proposée par les Maliens lors d'une concertation nationale? S'il faut négocier avec des groupes armés, notamment les djihadistes dont vous avez parlé, de quoi faut-il négocier? Je ne sais pas. Les Maliens sont tellement intelligents. Si tout le monde est d'accord qu'il faut aller à cette négociation, il y a des Maliens plus intelligents que Maïga et Sidibé qui vont trouver les recettes nécessaires sur quoi, les principes sur lesquels nous serons intransigeants et ce qu'on peut céder pour le retour de la paix. Nous allons nous mettre d'accord pour le retour de la paix dans notre pays, mon frère. C'est ça. La négociation avec les djihadistes est-elle bénéfique pour le Mali? Moi, je me pose la question, négocier quoi avec les djihadistes? Parce que les djihadistes sont dans une position de neutralisation de l'État moderne. Pour des gens qui ont cette idéologie, moi je ne sais pas comment on va parler de dialogue avec eux. Et quelle contrepartie l'État peut consentir avec ces djihadistes. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour ramener la paix? Concrètement, pour ramener la paix, c'est la solution militaire. La solution militaire, je pense que
toute la communauté internationale d'ailleurs doit adhérer à ça. La solution militaire, c'est la solution qu'il faut pour ramener la paix au centre du Mali, selon nos confrères journalistes. Merci. Ainsi s'achève ce forum de la presse coordonné par Sekou Gadjigo. Nos invités étaient Omar Barou Sidibé du groupe Renouveau, Daniel Kouriba du journal Renard du Mali, Alpha Mahaman Sissé, directeur éditorial de Miroir Hebdo et de l'Observatoire. À la présentation, Imrana Kilou Ameiga, mise en onde Fili Dembélé, régie vidéo Noun Giré. Merci et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.